Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce lundi, j'accueille en studio René Louaille. Il est paysan écologiste et également l'un des vice-présidents d'Ensemble sur le territoire, mouvement qui rassemble des citoyens et des élus, pour la plupart non encartés. Il est avec nous, René Louaille, ce matin dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors René Louaille, d'abord je vais vous demander comment ça va, parce que vous avez été un petit peu touché par cette crise du Covid, on en avait reparlé. Vous avez réussi quand même à vaincre ce satané virus? C'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux, c'est une maladie dangereuse, la preuve. Mais je veux dire, il y a plein de précautions à faire et il y a surtout à travailler sur les causes. Et c'est vrai que c'est un vrai débat, on est dans quelque chose qui va nous emmener encore pendant plusieurs mois. Donc personnellement ça va bien. J'ai retrouvé l'énergie d'hier, mais c'est le collectif qu'il faut voir maintenant. C'est j'ai dit les raisons et la question du vivre ensemble, parce que cette vie et cette crise que nous vivons, elle a des conséquences sur le plan économique. Mais il y a d'autres effectivement conséquences à venir. C'est toute la question sociale. C'est toute la question, bien évidemment, j'allais dire, de travailler et de voir comment on va éviter ce genre de choses, parce que c'est la première fois que notre génération est confrontée à une pandémie de cette importance, et cette fois au niveau planétaire. C'est quelque chose de sérieux. Alors, on est ravis de savoir que vous allez bien, puis on va parler justement de cette pandémie. Mais je voulais vous entendre, juste avant de commencer, sur les pesticides. Le collectif de soutien aux victimes des pesticides et le syndicat solidaire a dénoncé il y a quelque temps un conflit d'intérêts dans le dossier entre Nutréa Triskalia et un assesseur du tribunal des affaires sociales de Saint-Brieuc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette affaire un petit peu compliquée pour que les auditeurs comprennent? C'est-à-dire qu'on a découvert ce phénomène il y a quelques semaines, c'est pas ancien, alors que depuis des années qu'on est aux côtés des victimes des pesticides, on avait beaucoup de difficultés à comprendre que les mêmes dossiers, je dirais, étaient rejetés ou il y avait des décisions défavorables au tribunal des affaires sociales à Saint-Brieuc. Et lorsque on faisait appel, les dossiers étaient examinés autrement et donc on gagne régulièrement sur les mêmes dossiers. Et ça nous a amené à regarder en détail la composition du tribunal des affaires sociales, c'est-à-dire la juge avec les deux assesseurs, donc l'un qui représente le collège des salariés et l'autre des employeurs. Et à notre grande surprise, on a découvert que l'un des assesseurs, c'est toujours un adhérent de la coopérative Triskalia. Et donc, on a informé le préfet, puisque la décision c'est une décision préfectorale avec le juge de la cour d'appel de Rennes. Donc, on attend une réponse à ce niveau-là. C'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas acceptable. La justice dans ce pays doit être indépendante. Et donc, c'est évident que, surtout que ça tombait en même temps que la décision très favorable, nous avons gagné par rapport au dossier d'Edith Le Goffik suite au suicide de son mari. Et donc, c'est bien effectivement un dossier qui a été reconnu. L'employeur est responsable de cette situation. Et donc, on ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir un tribunal qui n'est pas indépendant. Donc la justice doit être indépendante et on va se battre jusqu'au bout pour qu'effectivement les choses soient remises à plat. Vous n'avez pas eu de nouvelles pour l'instant du préfet? Pour l'instant, le préfet n'a pas répondu, ni le président de la cour d'appel, mais je pense que dans les prochains jours, et on vous tiendra informé, c'est évident que on attend une décision d'un moment à l'autre, quoi. Alors on va suivre le dossier, René Louaille, bien entendu. Les régionales, c'est l'enjeu prochain, on allait dire, on va dire ça comme ça, enjeu prochain en termes de politique. Dans une tribune co-signée avec Charlotte Marchandise et publiée la semaine dernière dans les colonnes de nos confrères du Télégramme, vous avez appelé à l'union des écologistes et des insoumis pour ces élections régionales. Est-ce que vous craignez, René Louaille, que si la gauche part en ordre dispersé, eh bien elle perde finalement ces élections?
Les régionales auront lieu en principe en mois de juin, si tout se passe normalement. Elles devaient avoir lieu au mois de mars, avec, en même temps que les départementales. Et j'ajouterais à votre interrogation le fait que les régionales, c'est une élection à 3 tours. Elle est en partie à la proportionnelle pour le premier tour, et ensuite, seules les listes qui dépassent 10% peuvent se représenter, soit indépendamment, soit dans le cas de fusion au deuxième tour pour gérer la collectivité territoriale. Donc, ça nous semblait important d'attirer l'attention sur le fait que aller en ordre dispersé, c'est affaiblir effectivement les questions importantes que nous portons, en particulier l'écologie. Et donc, cette tribune est arrivée comme ça, pour bien montrer la différence entre le concurrent dans le cadre d'une élection et l'adversaire. Et le concurrent, c'est pas, je veux dire, on doit être capable de se parler, et on se connaît à l'échelon du territoire. Oui, je veux dire, il y a des contacts, il y a des discussions. Bien évidemment, donc il faut éviter que les problèmes d'ego prennent trop d'importance. Et demain, je vais dire, on a à construire, demain, je dirais maintenant, et encore plus après le mois de juin, on aura à construire l'après, j'espère, crise sanitaire. Et pour, je veux dire, la construire, il faudra une majorité solide qui soit capable de résister aux forces des lobbies dans nos régions et de préparer l'alternance au sens d'un développement, je vais dire, plus harmonieux, et en particulier qui prend en compte les questions qu'on a devant nous par rapport au climat, et par rapport, je veux dire, à la santé, par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, il y a des milliers d'emplois à créer, notamment dans le cadre du bâtiment, je vais dire, écolo, dans le cadre de la mobilité, dans le cadre de la reconversion de l'agriculture. Il y a une demande sociale et sociétale d'une agriculture différente qui protège la santé, qu'on tourne le dos aux pesticides. Et c'est pour ça que nous, on porte très fort en disant on peut arrêter les pesticides dans les 5 ans qui viennent, comme on peut arrêter les importations de soja bourré de Roundup et qui participent à la déforestation de l'Amazonie. Ça, c'est des choses qu'on peut arrêter, pas du jour au lendemain, mais dans les 10 ans. Donc, pour changer ce genre de choses, face aux forces conservatrices qui existent et qui sont importantes, il faut, à un moment donné, qu'on puisse se parler et travailler ensemble. C'est le sens, modestement, mais c'est le sens de notre démarche, et vraiment toujours dans un objectif de dialogue. Alors, on a appris, juste après la parution de cette tribune, à hasard du calendrier, que Daniel Kuef, l'ex-maire anti-pesticides de Langouette, s'était déclaré candidat. Est-ce que vous le regrettez finalement, René Loy? Oui, mais bon, on n'est pas arrivé au bout. Mais je connais bien Daniel, bien évidemment, mais c'est sa démarche que je respecte. Et je crois qu'il faut effectivement qu'à un moment donné, on se dise les choses. Daniel ne peut pas, c'est pas un nouveau-né, il peut pas dire aujourd'hui je suis en dehors de tout. Il a été justement depuis et bien avant moi et bien avant d'autres, il a fait à peu près le tour des organisations. Et donc il a été en 2010 avec le Drian, après il s'est retrouvé avec les Bonnets Rouges, et maintenant bon, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se retrouver avec d'autres, mais je pense, moi j'invite Daniel, je dis écoute Daniel, il faut absolument que maintenant qu'on arrive à regarder loin devant nous, et puis il faut se parler. Voilà, toujours et encore le dialogue. En tout cas, le message est passé ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. L'enjeu de ces régionales, j'allais vous demander s'il sera écologique, mais je connais déjà votre réponse, René Loy. Avec la crise sanitaire, il va falloir penser l'après, vous le disiez. Comment on peut l'imaginer, cet après? C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur les compétences de la région. On n'est pas dans un État fédéral, malheureusement. Moi, je souhaiterais qu'on soit dans une politique différente, où l'État jacoboin ait beaucoup moins de place, et qu'on puisse décider d'un certain nombre d'orientations, et qu'on ait un budget à la hauteur, et je veux dire au niveau de notre territoire et d'une Bretagne à 5 départements. Ça, c'est clair, mais c'est pas le cas pour l'instant. Mais il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Mais là, déjà maintenant, on a un certain nombre de compétences au niveau de la région qui vont être extrêmement sollicitées.
Il ne faut pas qu'on oublie la question de la mobilité, par exemple. La question, sur le plan économique, on a la question agricole. On ne pourra pas dire demain, je fais de l'agroécologie et je mets des subventions à faire à pousser des poulaillers géants. Il y avait encore une manifestation samedi à Langoélan, où il y avait plus de 250 personnes. Donc voilà. Donc il y a une question de cohérence. L'équipe actuelle qui est en charge de la gestion de la région n'a pas un bilan extraordinaire, il faut le dire. Il faut dire franchement la vérité. Là aussi, on se connaît, mais il faut dire la vérité. Il y a eu des efforts, néanmoins, de il y a une prise de conscience, mais le tout en même temps, c'est pas possible. Il y a un moment donné, faire de la politique, c'est choisir. Si effectivement... certains acteurs économiques veulent monter des poulaillers géants, qu'ils le fassent avec leurs moyens, mais pas avec l'argent du contribuable qui demande autre chose. C'est ça voilà. On n'a pas les moyens d'interdire en tant que tel. Ça, au niveau national, il est possible de légiférer, mais pas au niveau régional. Par contre, on n'est pas obligé de soutenir, on n'est pas obligé d'être les otages. Et c'est ça, faire de la politique autrement. Donc ça veut dire que, moi je vois comme vous, autour de nous, c'est que les gens, partout, ont pris conscience qu'il fallait relocaliser l'alimentation, qu'il fallait travailler sur plein de choses plus vertueuses. Il faut aujourd'hui qu'on travaille la question de la biodiversité. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on mette en place. Et pourtant, on coupe des arbres dans nos campagnes, à 3 pas d'ici d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, par exemple, la gestion des haies, la gestion des arbres et tout, alors qu'on sait qu'il faut aujourd'hui absolument qu'on ait vraiment un travail de fond par rapport à ça, et qu'on ne laisse pas le marché gérer et détruire un certain nombre de choses qui sont indispensables à la vie. Donc voilà, la région peut porter une politique plus courageuse, plus audacieuse, mais il faut qu'on en donne les moyens. Pour qu'on en donne les moyens, il faut que tous celles et ceux qui sont pour un développement soutenable au sens, social et économique et écologique, puissent arriver avec, espérons qu'il soit majoritaire, et c'est possible. Et moi, je le souhaite. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et là, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie en permanence de reproduire les erreurs du passé. C'est pour ça que j'invite tous les copains, toutes les copines à dire, il faut qu'on se mette au boulot, il faut qu'on se parle. Et dans l'équipe à laquelle je participe, avec Europe Écologie, avec l'UDB, avec Ensemble sur nos territoires, il y a vraiment une bonne dynamique qui est partie aujourd'hui, qui est vraiment sur un travail ensemble, sur un travail de proposition. Maintenant, on va le pousser loin. Et tant mieux s'il y en a d'autres qui puissent nous rejoindre et puis demain arriver avec un projet qui est capable de résister et de conduire sur plusieurs mandats l'alternance nécessaire. On est une des régions, pour ne pas dire la région en France, qui a le plus mauvais bilan sur le plan climatique. Donc alors, on n'a plus le temps de jouer. Justement, comment allier écologie et économie? Alors on imagine les agriculteurs aujourd'hui, beaucoup sont tenus finalement par les banques d'un côté, par parfois les grandes sociétés comme les coopératives qui demandent des objectifs. Comment justement mettre peut-être tout ce monde-là autour de la table en disant il faut revaloriser l'agriculture, il faut changer le modèle? L'écologie, c'est de l'économie. Parce que là, je crois qu'il faut absolument qu'on remette les pendules à l'heure. Aller vers un développement soutenable et harmonieux, c'est la création de milliers d'emplois. Si on remplace les pesticides par une agriculture bio, on aura plus de jeunes à s'installer avec moins de capital, on fera la transition. Et on aura un meilleur budget de la santé au niveau national. On aura énormément, de fabricants de matériel, de gens qui vont aller sur des outils adaptés au lieu... C'est de l'innovation, voilà, j'imagine. C'est de l'innovation. Je prends un autre grand secteur, c'est le secteur du bâtiment. Si on va vers du bâtiment à énergie positive, on a des milliers d'emplois à créer. Et ça, il faut qu'on... Mais à l'échelon de nos territoires. Ça passe par la formation des artisans, et voilà des choses qui sont positives. Donc, économie et écologie,
c'est absolument pas incompatible. Je veux dire, c'est vraiment un couple indissociable. L'écologie, c'est faire de l'économie et c'est vraiment avoir une autre vision du développement harmonieux du territoire. Parce qu'on a un travail à faire sur l'équilibre des territoires. Il y a d'un côté les deux métropoles, ou des deux côtés, on a les deux métropoles, Rennes et Brest, et puis de l'autre côté, on a notre Bretagne centrale qui souffre, qui est en perte de population. Donc, si on veut vraiment avancer, on est aussi capable de réinstaller des emplois dans le centre-Bretagne, en évitant, par exemple, d'avoir des fermes énorme qui continue à s'agrandir et à tout détruire au passant. Donc, il y a des jeunes qui veulent s'installer. Il faut qu'on arrête l'agrandissement injustifié. Il faut qu'on accompagne des entreprises agroalimentaires, je veux dire, sur la valorisation des produits plutôt que de faire des produits qui ne sont pas transformés. Je prends l'exemple de la viande ou du lait. On exporte des produits qui sont avec peu de valeur ajoutée, alors que si on transforme tous nos produits dans nos territoires, c'est aussi des milliers d'emplois qu'on va créer. Voilà des choses. Donc, écologie, économie, c'est vraiment le couple indissociable et qui peut vraiment rendre, je veux dire, un développement beaucoup plus fort et harmonieux et qui respectera aussi les autres parties du monde. Je voyais ce matin, j'écoutais ce matin en venant ici, et j'entendais sur une autre radio où on parlait je veux dire, de la flambée des matières premières, en particulier du soja qui sert à nourrir nos animaux ici. Alors voilà, par exemple, on a besoin, en Bretagne, qui est une région agricole, de mettre en place un plan protéines, mais un plan protéines audacieux, qui puisse arriver à ce qu'on, dans les 10 ans qui viennent, qu'on soit autonome en protéines, pas au niveau de la Bretagne, au niveau national et au niveau européen, mais que nous, on y participe. Ça veut dire aussi qu'on ait une vraie réflexion sur la question de la méthanisation agricole, qui est complètement absurde, où on va mettre des milliers d'hectares à faire du maïs avec des pesticides et qui vont servir à un système qui c'est la fuite en avant. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut réorienter et c'est vrai que la région, dans son dernier mandat, ne l'a pas fait. René Loye, alors il nous reste quelques minutes, ça va très vite le matin. J'aurais voulu vous entendre aussi sur l'énergie qui devient un enjeu capital aujourd'hui. On parle de l'énergie verte, on parle des éoliennes. Certains même aujourd'hui ne peuvent plus avoir accès à l'énergie parce qu'il y a des personnes dans la précarité et on voit que les prix d'énergie continuent constamment d'augmenter. Est-ce que là aussi il y a un travail à faire pour permettre d'avoir l'énergie à toutes les personnes, d'avoir l'énergie et en même temps pour avoir une énergie beaucoup plus verte en dehors des circuits de distribution habituels de l'énergie nucléaire ou autre? D'abord, la première chose, c'est qu'on est le pays au monde le plus nucléarisé. Et ça, c'est aussi, on ne le dit pas, c'est une énergie fossile extrêmement dangereuse. Donc le nucléaire, c'est quelque chose qui va nous coûter terriblement cher. On ne sait pas comment démanteler le système. On a notre première petite usine à Brennilis qui est coefficient X des grandes et toute petite par rapport aux autres. Et bien celle-là, on voit déjà combien que ça coûte et on n'arrive pas à démanteler. Ça veut dire qu'on a vraiment un problème énorme et qu'on est en train de léguer aux générations futures, si tu veux, d'un système qui ne marche pas et qui coûte terriblement cher. Je prends l'EPR en Normandie, qui était prévu pour 2,5 milliards, on est arrivé à 12,9 milliards et ça ne fonctionne toujours pas. Et c'est extrêmement dangereux. Donc la question du changement de paradigme sur la question énergétique, ça c'est le premier point. Si on avait mis autant de milliards dans l'énergie verte, et la méthanisation n'est pas de l'énergie verte. Il faut bien qu'on le dise, je ne suis pas un anti-méthanisation, je dis qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais la méthanisation calquée sur le système allemand majoritairement ici, ça colle pas. Ça fera l'objet d'une autre discussion beaucoup plus longue. Oui, parce que là il nous faudra encore une demi-heure. Il faudrait du temps. Mais après, effectivement, la question de l'éolien, on a, quand je vois l'ensemble des projets qui se mettent en place, moi je dirais, je suis plutôt dans ce type d'énergie qu'il faut encourager. C'est clair. Et pourtant, il y a des réticences. Il y a des résistances. Absolument. Et la question des nuisances, il faut qu'on la regarde franchement, notamment sur la côté de transport d'électricité. Ça, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se trouvent impactés par ce phénomène. Ça ne
se fait pas comme ça en claquant des doigts et de dire on est pour la transition énergétique, mais il faut aussi qu'on arrête de gaspiller l'énergie. Hein, je reviens au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit la quantité d'énergie qui est mal utilisée dans le bâtiment, parce qu'on a des bâtiments qui ne sont pas suffisamment isolés, mettons-nous tout de suite au boulot à à faire un travail d'isolation, de façon à consommer moins. La première énergie produite, c'est celle qu'on n'a pas, qu'on ne gaspille pas, voilà, ça c'est le truc qu'il faut faire. Et après, le dernier point que vous abordez, c'est la question de l'accès pour tous de l'énergie. Alors, ça, il y a deux volets. Il y a l'accès, effectivement, sur le plan du coût. Il va bien. Ça, il faut qu'on en discute. C'est quelque chose si on laisse faire le marché, c'est évident que les gens les plus précaires sont en grande difficulté. Hein, on le voit tous les jours. Et la question des injustices sur le plan social. Parce que on a eu des alertes au moment des Gilets jaunes. Hein, j'en fais pas partie, mais je comprends. Je comprends. Et de voir autant d'inégalités sociales dans notre société, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui entendable. Et j'ai peur que la crise sanitaire, c'est pas une peur, c'est une réalité, c'est que la crise sanitaire que nous connaissons risque de provoquer encore plus d'inégalités sur le plan social, et on ne fera pas, on ne changera pas de paradigme, et on n'ira pas sur un développement écologique plus harmonieux si la première pierre qu'on pose n'est pas la pierre sociale. Il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que tous les gens puissent se loger correctement, qu'ils puissent se nourrir correctement. Ça, ce sont nos fondamentaux. Et si on ne s'attaque pas aux causes des inégalités, à un moment où on a des milliards d'évasions fiscales dans notre pays, en Europe et au monde, si on ne s'attaque pas aux grandes causes des inégalités, effectivement, je crains qu'on ne puisse pas avancer dans la transition nécessaire. Vous craignez des soubresauts sociaux. On va terminer en quelques secondes. René Loye, on voit que les démocraties sont fragiles. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 2 semaines. Est-ce que vous craignez que parfois on peut avoir des soulèvements sociaux ou l'arrivée, par exemple, au pouvoir de formations populistes comme dans d'autres pays? Je ne pense pas, heureusement, ici. Je ne pense pas, je ne l'espère pas. Ceci dit, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe dans un certain nombre de pays, montre la fragilité de nos démocraties. Quelle tristesse est ce qu'on a vu aux États-Unis ces derniers temps. Quelle tristesse. C'est une grande démocratie aujourd'hui qui a montré qu'elle n'était pas capable d'assumer. Donc, moi, là j'invite vraiment tous les démocrates, je veux dire, et toutes les formations démocratiques, qu'elles soient de droite et de gauche, à se ressaisir. On a des divergences sur les orientations, mais la question de la démocratie, elle est centrale. Ne laissons pas s'installer le populisme et les extrêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, il pèse. Mais s'il pèse, il faut qu'on comprenne, je dis peut-être les causes. Il faut qu'on travaille sur les causes de cet enracinement qui est dangereux. Et il y a eu un certain nombre d'études de fait après les dernières élections, et on a vu quand même que globalement, là où le Rassemblement national s'implante, c'est là où on est en perte de revitalisation, là où on est en perte d'équipements et de services publics dans nos territoires. Donc, si on travaille sur les questions sociales, si vraiment on travaille sur le fond du maintien des services publics partout, de l'accès, aux choses élémentaires de la vie, eh bien, je pense que c'est la première action qu'il faut mener pour lutter contre l'enracinement du Rassemblement national. On est d'un monde ouvert, la France doit rester, notre région doit rester accueillante sur le monde. Et c'est vrai qu'avec les conséquences du réchauffement climatique, on sait qu'on aura des migrants climatiques demain, de plus en plus, et qu'il faut qu'ensemble, on travaille pour voir comment on va les accueillir. Nous sommes, je pense, toujours le pays des droits de l'homme, et on doit montrer ce qu'on est capable de faire au niveau européen de façon positive.
Eh bien, merci René Loaille pour cette réflexion, hein, grande réflexion. Elle va continuer, on l'imagine bien. René Loaille, paysan, écologiste et l'un des vice-présidents d'Ensemble sur le territoire, mouvement qui rassemble des citoyens et des élus qui sont pour la plupart non encartés, était avec nous. René Loaille, merci d'être venu. On a respecté les gestes barrières dans le studio de la matinale. Merci d'être venu jusqu'à nous et très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.